Salut à tous. Ah mais putain, c'est rempli quand même. Bonjour. J'ai pas fait gaffe. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu de DevOps, Docker, tout le schmilblick, mais un peu avec une vision un peu hacker. On va discuter du terme hacker à peu près et ainsi de suite. Donc le but du jeu, c'est de vous raconter ça à la mode H2G2. Donc première question, parce que j'en ai fait en Espagne, j'en ai fait en Tunisie. Qui connaît H2G2, s'il vous plaît? Rassurez-moi. Merci. Enfin. Donc mes blagues, elles passeront cette fois-ci. Donc, le but du jeu. Hop. Donc, j'ai appelé ça Hitchhiker Guide to the Galaxy of Docker. Le but du jeu, donc l'agenda, c'est quoi? C'est de raconter ça un peu la sécurité en mode bisounours. Don't panic. Le but du jeu, dans une première partie, c'est de vous raconter un peu ce que j'ai remarqué entre guillemets comme exécution de Docker et ce que ça a engendré comme influence. J'ai appelé ça Docker Run avec un tool Engine Red, tout le mouvement DevOps et parler un peu plus spécifiquement de l'IoT. Docker pause pour faire une pause en termes sécurité, parce que là ça avance trop vite et à un moment ou à un autre, il faut prendre du recul et essayer de voir un peu les différentes choses. C'est la partie un peu critique de la chose. Docker pause, arrêtez de vouloir écrire du code système, arrêtez de réécrire du code et réinventer la roue, et à la fin, arrêtez de vouloir faire de la sécurité s'il vous plaît. Mais bon. Docker build, en gros c'est mes two cents. On a essayé avec Gosha et toute l'équipe technique d'essayer de faire quelque chose avec cette schmilblick, avec ces histoires de Lego. Donc on a pensé à un truc où je présenterai un peu plus en détail les 3 Layer Sync, le projet Cactuar et le Code Show Off. On va essayer de vous montrer un peu tout ça en mode démo technique. Donc je vais un peu tempter les demo gods, comme on dit. Mais le but du jeu pour moi principal, c'est vraiment de vous convaincre et de vous donner un peu plus de contexte. Cette conférence, c'est une conférence développeur et je vais juste essayer de vous donner le contexte un peu hacker et sécurité de la chose. J'ai pas la science infuse, le but du jeu, c'est juste de vous montrer les choses. Encore une fois, le but du jeu n'est pas de vous dire voici ce qu'il faut faire, mais plus, s'il vous plaît, voici des parties intéressantes de la sécurité et du dev et du DevOps. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, FUD-free. FUD, en gros, dans le domaine de la sécurité, c'est Fear, Uncertainty and Doubt. En gros, on va essayer de vous faire peur pour vendre des appliances et ainsi de suite. Donc toute l'histoire, toute la contrainte, entre guillemets, de ce talk, c'est de ne pas faire du FUD et de vous raconter des histoires positives, on va dire. Une autre contrainte, c'est que je ne vais pas vous raconter de conneries, enfin je vais essayer, mais c'est plutôt des histoires vécues sur ce qu'on a vu sur le terrain et de l'expérience qu'on a eue en sécurité et ainsi de suite. Je perds ma voix, je suis désolé. Dans le domaine du SE, pour vous convaincre les gens, on fait des human payloads, on va dire. Donc, je vais utiliser beaucoup de buzzwords, cloud, sécu, tout ça. Pour les puristes de la salle, excusez-moi. Deuxième chose, c'est que j'aime abuser et user des quotes. Genre celui-là, c'est Andrew Grove qui a cofondé Intel, où la phrase la plus intéressante, c'est Only the paranoid survive. Donc je pense que pour nous, développeurs et hackers, vu qu'on est assez parano dans l'histoire, ça devrait aller pour nous. Et surtout, talk is cheap, show me the code. Donc on va essayer de vous montrer du code. Voilà, une présentation rapide, je me définis comme un Rainbow Hat Hacker, je suis pas black, je suis pas white, on va dire un truc assez généraliste. L'éthique c'est élastique, donc ça dépend du moment, de ce qui va avec. Voilà, je vous la résume très courtement. En gros, je fais toujours partie de Hackers Voice, qui est une association 1901, qui est en gros la plus ancienne communauté hacker à Paris. Et ça m'a permis de rencontrer des gens aussi tumultueux que Jason, qui est juste un responsable Fortune 500 aux États-Unis, et il te fait un awkward hug comme ça tranquillement. Anyway, je suis aussi prof à LPW, à la licence pro développement web. À Gennevilliers, c'est l'endroit du Fab Lab. Et si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. C'est des passionnés qui vont partager sur l'IoT, qui vont partager sur le dev, sur une petite génération, une petite classe de 12 personnes, 15 personnes. C'est marrant. Et surtout, j'étais consultant SI/sécu dans des Big Four, des boîtes, et ainsi de suite. Mais j'étais juste le tech, si vous connaissez la référence.
Et arrivé à un stade où, avec les amis de Gaucha, on a eu une idée, et je me retrouve dans cette situation où je suis le CTO et je ne peux pas sortir, je ne peux pas dormir sans avoir mis les choses en live. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez tous ce schéma. Bon, je vais la faire quand même. Qui connaît Docker? Ça va, ça devrait aller, merci. Donc, je vais aller très vite sur cette partie. Docker, je la vois comme de la virtualisation applicative, tout simplement. Et le parallèle que je fais et que je faisais dans les conférences précédentes, c'est que les Docker files, c'est un peu des programmes C qu'on va essayer de compiler pour en ressortir avec une image. Et les produits d'HashiCorp, ce serait le C++. Mais bon, on s'avance un peu trop loin. Donc là, pour résumer, Docker, de la virtualisation applicative, c'est très bien. Et ça a créé ce mouvement de DevOps, où en gros, vous le connaissez très bien, le cycle agile, tout ça. Donc ce schéma-là, c'est pour expliciter, pour des non-développeurs, ce que c'est que le développement agile, où on va faire de la CI/CD, Continuous Integration and Continuous Development, où en gros, on va continuer le cycle, à partir du source code, on va builder, on va faire les tests et enfin on report. Et toutes les phases, un peu dans le cercle vertueux de la chose. Hop. Et donc on a techniquement tous les outils qui font ce DevOps. Donc vous connaissez GitHub, vous connaissez Maven, vous connaissez Jenkins, vous s'est tous cassé la tête à essayer de configurer ce truc. Et aussi en termes développement, en termes Ops, Puppet, Chef, Docker, Terraform, pour ceux qui connaît Terraform? Ok, putain, ça commence à prendre, c'est cool. Terraform, Puppet, Chef, et ainsi de suite. Donc on a cette partie un peu DevOps qui a été un peu initiée par le mouvement Docker. Et ce mouvement DevOps, une des conclusions qu'on peut retirer, c'est que c'est l'une des industries les plus différentes, entre guillemets, que les autres. C'est que c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé, entre guillemets, par les entreprises. Et donc, ça change complètement la donne dans cette histoire. En tant que communauté qui contribue et que l'entreprise contribue à la communauté en retour, ça crée cette espèce de cercle vertueux qui permet de coder un peu plus vite, un peu plus agilement, et ainsi de suite. Et donc les implications que ça a eu des implications dans le monde réel, on va dire, avec l'IoT. Je vais prendre l'exemple de l'IoT parce que c'était assez intéressant. Qui connaît Scaleway? Faut faire de l'évangélisation. Je n'ai pas de part chez Scaleway, mais je trouve juste que ces gars sont magiques. J'en parle un peu plus après. Donc Scaleway, au fait, imaginez ça comme une boîte qui est juste en train de révolutionner le monde du data center. Ils ont un peu fait des IoT serveurs. Et donc, initialement, ils se basaient sur de l'ARM. Et donc, j'ai suivi un peu le mouvement Docker dans de l'ARM. Au fait, il y a un gros problème dans cette Docker communauté, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'investissement sur les images ARM, à part cela, Hyperiot. Et ça me pose la question de, imaginez les gars qui font de l'IoT et qui font tourner de l'ARM. En termes de sécurité, moi, ça me fait peur. Dans le sens où, au lieu d'utiliser des conteneurs déjà faits et standardisés, entre guillemets, ils vont redévelopper un serveur web. Et s'ils redéveloppent un serveur web, il y a les contraintes de sécurité derrière, la surface d'attaque augmente, et ainsi de suite. Donc toute l'idée que j'essayais de développer dans les conférences hackers précédentes, c'était de dire aux hackers, intéressez-vous aussi aux images ARM, parce que ça serait un bon moyen de faire de la prévention en termes d'IoT. Je développerai un peu plus ce concept après. Mais en gros, imaginez que les entreprises, ils n'auraient plus à redévelopper chaque partie de leur IoT, et ils prendront juste les conteneurs qui vont bien, qui seraient un peu plus ou moins sécurisés, et qui permettraient de rajouter juste des couches et de ne pas se retrouver à recréer tout from scratch. Après, les contraintes IoT, je ne connais pas du tout ce monde-là précisément, mais c'est juste des pensées par rapport à cette évolution que j'ai remarqué en truc. Et donc Scaleway, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. En gros, ils ont fait des mini-serveurs physiques avec 3 fois rien. Et donc là, on se retrouve, la dernière offre, je crois, c'est que c'est 16 Go de RAM pour 20 € par mois. Donc ils cassent juste les prix par 10 par rapport à DigitalOcean et Amazon, et ainsi de suite.
Et donc ça fait des perfs comme ça sur assez intéressantes sur un châssis. Voilà. Bon, premier, je n'ai pas de part chez Scaleway, je fais pas de pub et ainsi de suite, mais je trouve ça magique. Pour pouvoir passer à la prochaine étape de Docker Pause, pour parler un peu plus sécurité, un peu plus dans le vif du sujet, je veux juste faire un laïus sur votre compréhension d'un hacker. Quand vous imaginez hacker, quand je parle d'un hacker, la plupart des gens ils imaginent le gars avec sa cagoule, en mode les gants de ski sur son clavier et ainsi de suite. Bah non, en fait. Toute l'idée, c'était de trouver une autre image qui soit un peu plus proche de la réalité. Donc il y a eu un TED Talk qui parlait de hacker is Internet's immune system. Imaginez avec moi 2 minutes que les hackers, en fait, c'est un peu comme les médecins d'Internet. Cette image, je l'ai testée partout et ça marchait à chaque fois, surtout pour des gens qui ne comprenaient pas du tout l'informatique. Donc je leur disais tout simplement, imaginez un hacker comme le hacker, un médecin d'Internet. Il connaît toutes les parties d'Internet, et vous avez un site, bah, vous vous ramenez, on va faire un diagnostic. Derrière ce diagnostic, on va le donner à des spécialistes, du web, du Java et ainsi de suite. Et derrière, on vous donne des recommandations. Si vous prenez des médocs et que ça va mieux, c'est bien. Si vous ne les prenez pas, ne nous foutez pas en tôle. Voilà l'histoire. Donc en gros, une fois qu'on a cette image en tête, bah, ça va un peu mieux. Et donc, il faut arrêter de nous voir un peu comme les mecs qui vous emmerdent en tant que dev, mais c'est plus les mecs qui vous disent on a l'expérience entre guillemets d'Internet et on voit comment ça se passe. C'est le bordel, c'est la guerre. Donc, essayez juste de prendre un peu à la mode Zelda. It's dangerous out there. Prenez ce petit bout d'enseignement en termes sécurité, en termes ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, gardez juste cette image sur la suite. Et donc, si je parais un peu critique sur le dev, le ops et ainsi de suite, il ne faut pas le prendre comme des attaques personnelles ou cette position élitiste, entre guillemets, du hacker et ainsi de suite. Vraiment, terre à terre. Gros problème de la Docker communauté, c'est les images vulnérables. Il y a eu tellement d'études sur ça qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser et se dire mais pourquoi? Tout simplement parce que les devs commencent à écrire du code système. On se retrouve avec un Dockerfile qui, des fois, fonctionnellement parlant, marche, mais en termes de sécurité, c'est un gruyère. Donc, même des images officielles. Donc là, ça, c'était une conférence à Black Hat, à Amsterdam, justement, qui faisait l'analyse, et il s'est retrouvé carrément avec les images officielles, type MySQL et ainsi de suite, qui étaient encore vulnérables sur le Docker Hub. Donc à un moment ou à un autre, bon, il a fait une mauvaise conclusion en disant que Docker doit faire des scans automatiques pour pouvoir sécuriser le schmilblick et ainsi de suite à la mode de Google Play. Mais c'est une mauvaise approche. L'approche étant que le fournisseur MySQL, par exemple, doit garantir que son dernier conteneur doit être sécurisé. Et donc, il ne pourra pas le faire tout seul. C'est pour ça qu'on appelait à chaque fois les hackers à essayer de tester aussi les images officielles et de fournir, entre guillemets, un patch de sécurisation à chaque Dockerfile. Et donc, tout le problème, c'est que quand les développeurs pushent une image, ils la laissent. On ne fait pas de maintenance, c'est juste une image qu'on a fait et elle se retrouve sur le Docker Hub, qui se retrouve téléchargée des millions de fois. Et dès que je trouve une faille sur cette image-là, j'ai juste accès à tous ceux qui l'ont exécutée après derrière. Donc les implications en termes de sécurité, ça devient logarithmique. Ça explose, comme l'IoT. Je ne vais pas vous parler du frigo qui crache votre mot de passe Gmail, je ne vais pas vous parler de ce genre d'aberration technique, juste pour vous sensibiliser au fait qu'il faut vraiment, vraiment faire gaffe à la sécu. Hein, bon, c'était pas le bon image, c'est pas grave. Deuxième, entre guillemets, remarque, c'est le fait de vouloir réinventer la roue. Là, j'ai pris l'exemple du storage sur Docker. Au fait, on se retrouve avec des vendors qui essaient de créer justement des architectures comme celle-là, là c'est Flocker, en mode supra compliqué. Là, je ne comprends pas, moi. Enfin, en termes d'architecture, il faut que j'installe un agent, il faut que je le connecte à un storage back-end, et ainsi de suite.
Donc ça, en gros, faut déjà faut un peu prendre un peu de recul en se disant, bah, au fait, les volumes, c'est quoi? C'est des fichiers au final. Est-ce qu'on a un protocole qui marche depuis un bon moment et qui fait transférer des fichiers comme ça? Il y a un truc tout con qu'on utilise tout le monde. Ça s'appelle le BitTorrent. Pourquoi on n'utilise pas un BitTorrent pour pouvoir synchroniser tout ça? C'est une petite idée qu'on a essayé de développer. Et tout simplement, on a utilisé un outil très sympa qui s'appelle SyncThing. C'est open source, ça marche très bien. Et tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ça te permet tout simplement de ne plus avoir cette contrainte. Dès que j'éteins un conteneur et que je le repop derrière, bah, je vais me retrouver sur une autre machine par exemple, et on ne va pas savoir si les données sont toujours là ou pas. Bah, au fait, le peer-to-peer, plus il y a de machines connectées, plus ça va vite et plus ça se copie facilement. Donc on a juste à avoir une architecture master-slave, où dès que le conteneur se pop sur une des machines du Schmilblick, bah, ça copie automatiquement la chose. Donc là, la deuxième étape, c'est d'écrire un Docker Volume plugin avec ce SyncThing pour histoire d'automatiser tout ça. Mais bon, c'est encore roadmap, en train de faire, work in progress et ainsi de suite. Mais au moins pour vous montrer, la conclusion de tout ça, c'est d'essayer de vous montrer que des fois, il faut prendre un peu de recul et utiliser des protocoles qui existent déjà. Typiquement, il y a eu le service Discovery. Ils sont partis loin et à un moment, ils se sont dit, bah, tiens, il y a un autre service qui marche très bien pour le service Discovery, ça s'appelle le DNS. On va le réutiliser. Et ça a fait consul, et ainsi de suite. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce que vous faites, en prenant en considération l'écosystème qui existe. Ça, c'était pour la partie... Hop. Voilà. On va entrer dans l'art maintenant. La sécu. Bon, en fait, la sécu, avec ce mouvement DevOps, on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée. Dans le sens où la proportion des vecteurs d'attaque a explosé. Que ce soit en IoT, que ce soit dans le cloud, et ainsi de suite. Avec toutes les raisons que je vous ai détaillées, on n'arrive plus, avec le cercle de sécurité ou les audits et ainsi de suite, avec cette méthodologie actuelle, on n'arrive plus à suivre. Et le meilleur schéma, c'est celui-là. Ou en gros, comment ça se passe de votre côté? Vous êtes en plein développement, on vous dit, bah, y a un audit de sécurité qui arrive. Donc on va récupérer une partie du code et on va commencer à analyser. Sauf que vous continuez à développer après derrière. On trouve des failles. On dit, il y a des failles quand même sur cette partie-là. Et vous me répondez, bah ouais, bah, nous on a déjà avancé et cette partie du code, bah, elle a été complètement réécrite. Vous avez fait votre taf pour rien. Mais il y a quand même des vecteurs d'attaque. On reteste les choses. Sauf que bah, à la fin, au niveau de la release, bah, on n'a pas eu le temps de réimplémenter les choses. Bah, du coup, vecteur d'attaque encore. Donc il y a, on va dire, deux problèmes dans ce cas-là. Il y a un problème de communication et un problème d'efficacité. Problème de communication, je vais vous raconter moi mon autre partie, enfin l'autre partie du miroir. Sur un pentest d'une semaine d'une appli web, par exemple, j'ai besoin de 4 jours, 3 jours, 4 jours pour écrire un rapport et 2 jours de test. Parce que je passe plus de temps à écrire un rapport pour essayer d'expliciter les choses que d'essayer de corriger la chose. Donc je me retrouve avec des rapports de 100 pages que j'envoie à mon manager qui m'embête pour une virgule et pour un point, qu'il envoie au client qui l'embête parce qu'il y a un truc qui ne va pas, donc ça fait 3 allers-retours, donc ça fait déjà 3 semaines, enfin minimum quand c'est réactif. Et après, bah, il prend le rapport, il recoupe ce qu'on appelle les cartouches de vulnérabilité, en gros le résumé de la vulnérabilité, les recommandations et ainsi de suite, votre ordonnance, et il le redistribue à chaque développeur qui a bossé dans cette partie du code pour au final savoir que ce développeur il a déjà fini le projet. Donc à un moment ou à un autre, ça remonte et ça redescend, ça aide pas, surtout dans un mouvement aussi accéléré que celui du DevOps. Donc à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de se dire, il faut qu'on communique directement. Parce que moi, quand je te fais une recommandation, je ne connais pas du tout le contexte de développement. Typiquement, je te dis c'est une SQLi,
Donc, il faut que tu sanitarises les inputs utilisateurs. Ça, c'est la réponse standard. Mais peut-être que tu utilises un framework, tu utilises un ORM. Peut-être que la vulnérabilité, ce n'est pas sur ton code, c'est sur le framework. Donc, il faut que je comprenne ton contexte aussi. Donc, il faut que je discute avec toi. Et discuter par rapport interposé, en termes techniques, c'est un non-sens. Parce qu'au final, vous savez très bien comment ça se passe. À la mode Stack Overflow. On va tirer le bout de la ficelle jusqu'à ce qu'on trouve l'erreur. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul de notre côté. Parce qu'on n'a que la vision externe. Vous avez la vision interne. Donc à un moment ou à un autre, il faut se poser tous ensemble et discuter. Donc avec Yogosha, on a pensé à ce cycle-là, au fait. C'est pas un truc qu'on a inventé, ça existe déjà. C'est dans la littérature et ainsi de suite. Donc en gros, imaginez que la sécurité pourrait devenir agile, dans le sens où qui va pouvoir se coller à vos cycles de développement. On part du dev, le test, on deploy en staging, et on fait un pen test en même temps. Dès que ça tient la route, on déploie en production, et ainsi de suite. Et ça, on utilise un truc tout simple. Ça s'appelle le bug bounty. Ou en gros, c'est quoi? C'est qu'on va appeler nos amis hackers en leur disant dès que vous trouvez une faille, vous êtes payé. Point. Je ne vous paye pas en jour homme, je ne sais pas combien de temps tu as passé. Le but du jeu, c'est de trouver un prix à l'impact que peut avoir cette vulnérabilité. Donc on peut mobiliser beaucoup de gens au même moment pour tester une application. Et ça, c'est tout simple dans un environnement DevOps. La plupart des réactions clients que j'ai eues, c'est ouais, non, mais je ne vais pas ouvrir ma pré-prod à tout le monde. Ouais, non, mais après, il faut que tu me refiles tes adresses IP, et ainsi de suite. Avec le cloud, encore une fois, on peut prendre une copie de votre pré-prod et la mettre quelque part dans le cloud, et on va tester celle-là. Donc c'est même s'il y a une vulnérabilité critique qui vous permet de remonter toute l'architecture, elle ne remontera pas sur la vôtre. Donc vous ne faites qu'externaliser, entre guillemets, la sécurité et les tests de sécurité. Tout ça pour être collé au plus proche de votre développement agile. Et comme ça, on fait ce qu'on appelle la prévention. Je reprends l'image médicale. On a l'impression de faire de l'opération pompier. En gros, on arrive à la fin pour vous dire, il y a des choses que vous avez fait de la merde. Donc au final, pourquoi on ne fait pas de la prévention où on va tous ensemble discuter au cours du développement de la sécurité de vos applications avec un truc aussi con que ça. Hop, je zoome, plein écran. Voilà. On a un GitHub. OK ? Ça, c'est l'interface de déclaration entre guillemets de vulnérabilité. Bon, je recycle un peu, c'est la routine de code, je suis désolé, j'en ai pas fait une autre pour Devox et ainsi de suite. Vulnérabilité, quel type de vulnérabilité? Un espèce d'abstract qui est en gros un résumé humain de la vulnérabilité, le POC et surtout le CVSS qui va permettre de pouvoir donner une note à cette vulnérabilité. Là, il l'a submité. Et comme par magie, on se retrouve avec une issue. Ah, une issue de sécu. Ah, voici ce qui se passe. Et ça, rien que ça, techniquement parlant, c'est rien. C'est un webhook. Mais en termes implication et communication, ça change complètement la donne. C'est que moi, en tant que hacker, je peux venir discuter avec toi sur le Git. Et surtout, t'aider à pouvoir la corriger. Et surtout, que tu m'expliques le contexte pour qu'on puisse corriger la structure. Et en termes marketing, business et l'interprétation derrière, c'est qu'on peut avoir des données comme on a passé combien de temps pour corriger une vulnérabilité. Donc il y a toute la data qu'on peut récupérer est plutôt intéressante dans ces contextes-là, mais pour un seul et même but. C'est tout simplement de corriger les failles et faire de la prévention avant qu'on se retrouve dans des applications ou des sites web et des vulnérabilités qui ont des répercussions assez catastrophiques dans le monde réel. Voilà. Hop. Ok. Donc, prends une pause. C'est bon, c'est fini. Cette partie sécu est passée. Donc là, je vais essayer de vous montrer un peu le caractère créatif de la chose et comment on a essayé d'imaginer ces espèces de briques technologiques pour en faire un truc au moins compréhensible et simple pour tout le monde. Donc, en gros, c'est nos 2 cents.
Bon, ce schéma. En gros, on a essayé de voir un serveur en 3 layers. La première, c'est l'hardware OS. La deuxième, c'est l'applicatif. Et le troisième, c'est la data. Donc, à un moment ou à un autre, il faut synchroniser ces 3 parties. Et ça, on a déjà tous les outils qui nous permettent de faire ça, techniquement parlant. Est-ce que c'est le prochain slide? Bon. Mais en gros, si je reprends l'histoire du BitTorrent tout à l'heure, bah, je peux synchroniser ma data. Pour l'applicatif, il y a un truc tout simple chez Docker, ça s'appelle Swarm. Et pour le hardware, il y a un truc aussi tout simple, c'est etcd et consul. Enfin, je suis pas en train de... Enfin, c'est les choix entre guillemets techniques qu'on a vus, et c'est ce qui a été... l'architecture que vous voyez ici, bah, c'est tout simple. Ça part du cloud, ça va vers un load balancer, ce load balancer, il va chez les workers. Donc on a la synchronisation entre les différents workers et leur command and control ou les masters, si vous voulez. Donc on peut faire un master data, un master OS et un master applicatif qui se répercute par BitTorrent, Consul et Swarm. Et après, on peut scaler comme on veut. De toute façon, on aura juste à pusher de l'applicatif, à pusher du Docker. Dans tous les cas. Donc on ne fait que scinder entre guillemets, mais vraiment scinder en termes cloisonnés, en termes sécurité, l'OS de l'applicatif. Parce que c'est ça le plus gros problème qu'on a, c'est que des fois, les failles, elles sont soit applicatives, soit OS. Donc il faut scinder un peu les deux pour qu'on puisse tester plus efficacement les choses. Et qu'on sache précisément que les failles qu'on a trouvées, par exemple, sur votre appli, ce n'est pas des failles qui impactent l'OS. Et ainsi de suite. Donc ça nous permet tout simplement de scinder un peu tout ça en cette architecture qui est inspirée de Mantle, qui est un projet open source qu'a fait Cisco Cloud, sur justement cette architecture-là, mais il utilise Mesos, Marathon et ce genre de trucs. Je ne comprends pas comment ça marche, cette histoire. Au moins avec Consul, ça marche très bien, et je vous montrerai une démo juste après. Hop, je vous montre la démo tout de suite, au moins, ça sera fait. Donc, en gros, je vais essayer de vous montrer ce qui est en prod, là, tout de suite. Enfin, en prod. Avec plein de guillemets. Hop. Allez. Voilà. Je vous trouve bien silencieux. Bizarre. Eh, bordel. S'il te plaît. Est-ce que tu peux revenir? Voilà. Ce sera plus simple. Hop. Je récupère juste mes IP. Et je me connecte en VPN parce que sinon c'est pas marrant. Et on est OK. Donc, tac. Tac. Ouais. Donc, mon seigneur, c'est ça. Non, non. D'accord. Tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est mon CC, c'est mon command et control, c'est mon master. Donc là, un Docker tout simple. Ce que je vais plutôt faire, export. Voilà. Je vais me connecter sur le Swarm. Et là, j'ai un peu plus d'infos. Hop. Donc, on va commencer déjà par Docker Info, ce sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 5 machines. Voilà. Un cluster de 5 machines. Avec une à 16 GB, une à 8 GB, une à 8 GB, une à 2 et une à 16. Donc en gros, celle à 2, c'est mon load balancer. Les 8 et 16, c'est mes workers. Enfin, les 2 8, c'est mes workers et les 2 16, c'est mes masters. Et donc ça me fait un joli 51 GB
de RAM sur un cluster, et je peux déployer ce que je veux. En termes coût, ça me fait 60 € par mois avec Scaleway. C'est plutôt intéressant. Et donc, ça me permet tout simplement de pouvoir lancer plein d'applications avec leur network. Est-ce que je vous montre les Docker Compose? Qui connaît Docker Compose? Ok, d'accord. Vous savez tous qu'il y a la fonction network dans le Docker Compose version 2 qui vous permet de créer des VLAN et ainsi de suite. Pas la peine que je détaille ça. Oui, non? Je le détaille? Ok. Tac, 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 tac. On va retrouver ça tout de suite. Je vais juste reprendre. On va prendre l'exemple par exemple de Taiga. Est-ce que quelqu'un connaît Taiga? Taiga, en gros, c'est un outil de management assez plutôt intéressant. Donc, je vais juste reprendre la page. J'ai pas l'habitude d'avoir deux écrans comme ça. Voilà. Tac. Je vais vous le montrer à quoi ça ressemble. Okay, Taiga. En gros, voilà. Enfin, c'est du project management, c'est ce qu'on utilise. Ça me permet. Bon, les images, elles ont un peu merdé ici. Je sais pas ce qui se passe. Mais en gros, ça me permet de gérer les différents projets qui existent. Tac. Ça me permet d'avoir le Kanban, les issues, le wiki. Voilà. Donc, c'est plutôt un outil de gestion agile de projet. Et ça tourne sous Docker. Hop. Et elle est où ma souris? Voilà. Et ça tourne sous Docker. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les différentes parties. J'ai du Redis, Celery, Postgres, Taiga, RabbitMQ et un autre Taiga pour les events. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 machines me permettent de faire monter cette application-là. Et pour pouvoir le faire, c'est tout simple. Je vais juste ouvrir mon texte. Tac. Infra. Je suis pas doué avec Mac. Voilà. Donc, ça c'est un Docker Compose. Ça contient tout simplement les différentes applications qui existent et que j'ai fait tourner. Donc, tu as du Celery, du Taiga Event, du Postgres, du RabbitMQ, du Redis, le build qui va bien, et ainsi de suite. Ok, jusque-là ça va. Et donc là, justement, tout ce qu'on a à faire, je vais vous montrer sur le guide, ça sera plus simple. J'arrive pas à lire. Est-ce que vous voyez un Taiga quelque part? Deuxième. Merci. Voilà. Bon, Gox aussi tourne en Docker et ainsi de suite. Mais, et voilà. Donc ça, c'est la version 2 du Docker Compose, où en gros, on a juste à spécifier network, et ça nous crée automatiquement, avec le bon driver, l'espèce de VLAN des applications. Et donc, si j'y vais, hop, ici, je fais Docker Network ls, je dois trouver un Taiga quelque part. Voilà, Advanced Taiga. Et c'est un overlay, et du coup, mes machines, elles pop un peu n'importe où. Mais c'est pas grave. Genre là, ça doit être du capture. Ça tourne tout sur senior, parce que j'ai 16 Go de RAM et ça a l'air de tenir. Ok? Donc en gros, ça me permet vraiment de pouvoir déployer des applications comme ça, à la volée, en utilisant le load balancer. Est-ce que quelqu'un connaît Trafic, le load balancer? Si quelqu'un voit Emile, vous lui faites des kudos, des bisous, ce que vous voulez, son taf est juste magique.
moi, ça me permet tout simplement hop, d'utiliser ça. Une IP. Hop. Voilà. Je vais juste me connecter en proxy pour que je puisse vous montrer les machines en interne. Oui, parce que toutes les machines communiquent en réseau interne. Bien sûr qu'elle ne va pas aller taper sur Internet pour pouvoir retrouver ces machines. Je préfère le dire parce que j'en ai vu des pentests où les machines communiquaient à travers Internet. Et ça, c'était intéressant à voir. Voilà, Consul. Consul, moi, c'est juste magique. Ça te permet de pouvoir voir un peu tous les services qui tournent et surtout utiliser du key value. Donc, en gros, avec Trafic, moi, ça me permet de pouvoir tout simplement extirper tout en mode paramètres. Donc là, pour Mangox, par exemple, les routes, tac, il va faire un rule host avec la value git.orbital. Donc si quelqu'un tape sur le DNS git.orbital.yogosha.com, il va le rediriger sur la bonne machine, tout simplement. Ça, c'est le front-end. Le back-end, il va le rediriger sur la machine 10.171. Et donc, on peut modifier à la volée, comme ça, du DNS, ce qu'on veut. Et donc, ça nous permet tout simplement de pouvoir rendre indépendant le fonctionnement du load balancer avec tout ce qui se passe en termes network. Et ça nous permet juste d'injecter les paramètres et ça le fait tout simplement automatiquement. Ça devient quasiment de la magie. Et je trouve ça magique. Donc, si j'arrive à croiser Émile, vous lui faites des bisous. Il me reste 8 minutes, mais j'aimerais bien prendre assez de temps pour les questions. Donc, je vais aller... Donc je summarise un peu ça rapidement. Hop. Donc je vous disais, voilà l'architecture. Promis, dès que ça automatise et que ça tient bien, je l'open source. C'est le but de toute façon, c'est de vous montrer un peu les choses. Bon, c'est pas assez automatisé là tout de suite. Hop. On va vous faire un too long didn't read. C'est tout simplement la partie code. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur McAfee? Ce gars-là, il a juste fait un topic Reddit, Ask Me Anything, qui a parlé d'un truc très intéressant. Je vous lis la phrase quand même. In the future, pair programming between devs and hackers will allow for instant security feedback. The problem with many zero-days exploits takes years to fix, as they may be architectural in nature. We need hackers in the loop. Et donc, il lui dit, l'idée de faire du travail hacker dev, c'est plutôt intéressant. It will be the only possible way to develop ironclad software. Starting with system architecture, their need for architectural hackers all the way through the coding process. En gros, c'est tout simplement ce que je vous racontais depuis la petite demi-heure qui vient de passer. C'est qu'en gros, il faut qu'on bosse ensemble, il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on discute techniquement, parce que c'est notre seul, entre guillemets, langage commun, c'est l'open source, c'est le code ouvert, c'est le code. Code is law. Donc au final, il faut qu'on discute ensemble pour qu'on puisse corriger plus en amont vos failles de sécurité. Le code final, Dalai Lama, vous avez juste à remplacer Planet par Internet, ça ira largement mieux. Internet does not need more successful people. The planet desperately, or the Internet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers, and lovers of all kinds. Ça fait encore bisounours, mais au final, c'est plus ou moins ça. On n'a pas besoin d'un Google, du GAFA, de l'Amazon et ainsi de suite. On a besoin de bosser ensemble à un moment ou à un autre. C'est le principe de l'open source. C'est initialement ce qui a fait d'Internet ce que c'est aujourd'hui. C'est la communauté, c'est le partage. Donc à un moment ou à un autre, please écoutez-nous. 6 minutes de questions, 42 est la réponse. Merci beaucoup de votre attention. Question? Il y a des micros sur les côtés à ce qui paraît. Il y a des micros sur les côtés à ce qui paraît. Pour les questions. Mais vas-y, vas-y. Ah. Ouais. Pour travailler avec nous, en termes Yogosha ou les hackers en général, comment faire? Tout ce que j'essaie de faire là, c'est de vous dire que les mecs, on est là pour vous aider. Donc c'est pas question de confiance ou pas.
Imagine que là, est-ce que tu peux faire confiance aux développeurs pour gérer la sécurité de tes applications? C'est pas leur métier, c'est tout. C'est pas question de confiance, c'est question de capacité et de compétence. Ton dev, il fait du dev. Le hacker, il fait de la sécu. Et à un moment ou à un autre, c'est justement, il y a un truc qu'on essaie de faire depuis un bon moment, c'est l'user awareness, c'est de l'éducation développeur. Vous avez des formations de 3 jours pour développer sécurisé en PHP. Mais non, c'est pas ça l'idéal. En 3 jours, vous n'allez pas savoir développer. La sécu, ça doit être une habitude. Donc au final, si on arrive à pinpointer précisément ce que tu as fait comme erreur, tu apprends plus que si je te fais une formation de 3 jours. C'est ça le but. C'est justement de faire de l'éducation entre guillemets. Et d'essayer de vous dire, la sécu, c'est quand même des choses assez compliquées à gérer. Je t'ai convaincu? Merci. D'autres questions? Ouais. Ici. C'est par où? Ouais. C'est bien, c'est gentil en quelque sorte. C'est le but. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est dans un monde où, par exemple, tu travailles sur du confidentiel défense et que rien ne peut sortir? Tu viens en interne et puis... tout le but, là, c'est justement de faire de la sécurité autrement. Pour prendre ta question de NDA, sécurité de défense et ainsi de suite, tout ce qu'on essaie de faire avec Hugo Chat, c'est de donner de la visibilité aux hackers. Donc, les hackers, on va partir d'un extrême à un autre. Il y a les crypto-anarchistes qui te disent « tu prends aucune donnée de chez moi, je veux rien savoir ». Donc lui, tu vas lui dire « tu vas juste à me donner un email et tu vas pas bosser entre guillemets sur les pentests ou les bug bounty les plus intéressants ». De l'autre côté du spectre, il y a des professionnels de la sécurité comme moi qui ont des certifications, même si j'en ai pas, qui ont des certifications, qui ont une expérience professionnelle et qui ont un nom entre guillemets. Et donc, eux, tu leur offres la possibilité, un peu à la mode GitHub, d'avoir un espèce de profil qui pourrait vendre. Et ça, tu as le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone. Si tu as besoin d'un NDA, tu signes un contrat d'NDA avec lui. Point. C'est pas question de confiance, entre guillemets, une fois. Non, c'est pas... Le bisounours, oui. Et non, NDA, je comprends bien. C'est pas juste une NDA. Là. Dans certains cas, si tu veux, tu as des dossiers qui vont mettre 2 mois à passer, ne serait-ce qu'au niveau de l'État. Ouais, mais... Donc, je comprends. Ça, si tu veux, c'est si tu veux, tel que tu vois ta façon de procéder, tu es complètement inclus dans la chaîne au niveau de la... Pas obligatoirement. Moi, en gros, il me faut qu'un Git. J'ai pas besoin d'avoir ton code dedans. Mais il faut un endroit où on puisse communiquer. Donc, pour cette partie de justement les projets officiels, confidentiels, défense et ainsi de suite, je n'ai pas pour but de remplacer tout le monde de l'audit. Il y a des gens qui font très bien tout ça. Moi, j'offre juste autre chose. Tout ce qu'on essaie d'offrir avec ça, c'est autre chose. Donc, pouvoir vous aider à sécuriser les choses en mode agile. Voilà, hacker as a service, imagine ça comme ça. Ok. Du HAS. D'autres questions? Ouais. Avec les entreprises, tout ça. Là, pourquoi j'ai eu une extinction de voix? J'étais en Tunisie, je suis rentré avant-hier, mardi. On est parti voir l'ANSSI local pour justement travailler avec les hackers de la communauté tunisienne, avec ses différents boards, Black Hat, White Hat, pour justement travailler sur la sécurité des sites gouvernementaux. Et on a bien avancé. La Hackzone, c'était une conférence hacker samedi où j'ai donné une conférence là-bas aussi. Il y a eu des gens de l'ANSSI, il y a eu des gens de l'ANSSI local. Il y a eu des professionnels de la sécurité. Et le but du jeu, ils ont initié justement le mouvement de fédération pour pouvoir travailler avec l'État à travers la plateforme Hugo Chat. Là, c'est pas encore confirmé et confidentiel, blablabla, mais ça te donne comme implication, pas qu'ici en France, on a rodé notre discours, entre guillemets, roulé notre bosse chez les clients, donc on a justement ces différentes contraintes qu'on réussit à répondre et ainsi de suite. Il y a du bon feedback, que ce soit de l'ANSSI française, bref, voilà. Donc en gros, on a essayé de faire le tour de la place pour justement convaincre les professionnels de la sécurité, les instances de l'État, que ce soit ici ou là-bas, et ainsi de suite, de la pertinence de ce schéma, mais en complémentarité avec justement ce qu'il y a comme pentest. 20 secondes, ça marche. comme audit de sécurité et ainsi de suite. C'est juste une troisième manière de le faire.
C'est pas pour remplacer, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en gros, on a de l'écho pour répondre à la question. Voilà. D'autres questions? Ouais, c'est bon. On va dehors. Merci.